Bonjour et bienvenue sur le podcast À votre pleine santé, le podcast qui vous aide à prendre soin de votre santé physique mais aussi de votre santé mentale en vous partageant toutes les clés pour vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête. Je m'appelle Marina, je suis naturopathe et conseillère en nutrition. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles et à l'approche globale des troubles de santé comme l'aspect psychologique et émotionnel. Après avoir eu les réponses à mes questions, j'ai souhaité partager avec vous mes connaissances pour aider les personnes qui se sentent perdues face à leur santé ou leur alimentation. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation pour vous sentir bien dans votre assiette, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête car la pleine santé se trouve entre vos mains. J'espère que vous allez bien, que vous profitez à fond du soleil. Et pour celles et ceux qui sont actuellement en vacances, eh bien profitez à fond, ressourcez-vous bien, faites le plein d'énergie avant la rentrée. Et puis pour celles et ceux qui travaillent, eh bien voilà, n'hésitez pas quand même à prendre un peu de temps pour vous, à aller vous balader après le travail, à profiter quand même du soleil, à aller voir les amis, la famille. Bref, faites-vous du bien, n'attendez pas les vacances pour ça. Bon, alors aujourd'hui, on va se retrouver avec une interview et d'ailleurs, durant les prochaines semaines, ça sera que des interviews avant de m'accorder une pause sur le podcast durant le mois d'août et de revenir en pleine forme au mois de septembre avec un événement d'ailleurs qui, je pense, va beaucoup vous plaire si vous avez envie de retrouver plus de sérénité au quotidien. Je vais faire partie d'un super événement, j'aurai hâte de vous en dire plus. Pas tout de suite, mais bientôt, c'est promis. Et en attendant, eh bien, on se retrouve avec notre invité. Donc aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'accueillir Alexia Michel, qui est professeure de yoga et c'est également la créatrice de la méthode Yoga and Peanut Butter. Et en fait, clairement, son objectif, c'est de permettre de retrouver un rapport sain avec soi-même, avec son corps, mais aussi être en paix avec son alimentation et tout ça grâce au yoga. Donc c'est une approche qui m'a interpellée et je voulais en savoir un petit peu plus, sachant que j'avais également reçu son livre. Donc je m'étais dit, pourquoi pas l'inviter sur le podcast, chose qu'elle a acceptée avec grand plaisir. Et voilà, elle va nous partager beaucoup de conseils. J'espère vraiment que cet épisode va vous plaire. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un avis, à me laisser une réponse sur Spotify pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Voilà, vraiment, comme d'habitude, encore un grand merci à toutes les personnes qui prennent le temps de le faire et de soutenir mon travail. Vraiment, c'est super important pour moi, pour tout créateur de contenu, en fait, tout simplement. Donc vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Et puis, je vous laisse avec ce super épisode. Et bien entendu, je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Alexia et bienvenue sur le podcast pour nous parler d'un sujet très intéressant. Tu vas nous en dire un petit peu plus. Mais avant ça, j'aimerais que tu puisses te présenter pour nos auditrices et nos auditeurs qui aimeraient certainement savoir un peu plus sur toi. Coucou Marina, merci beaucoup de m'inviter sur ton podcast. Je suis ravie donc de me présenter et de parler de ce sujet qui me tient à cœur et sur lequel je travaille tous les jours, qui est l'acceptation de soi et le rapport à l'alimentation, auquel je suis arrivée à travers un parcours personnel où j'ai été touchée par l'anorexie mentale pendant de nombreuses années et professionnellement par le fait d'avoir travaillé dans le marketing digital et aujourd'hui de proposer une méthode principalement en ligne, donc pour accompagner des personnes qui en auraient besoin sur ces thèmes-là. Et de façon plus perso, je viens du sud de la France, d'un petit village du Gard, et j'ai fait mes études à Paris, à la Sorbonne, et j'ai vécu pendant longtemps à Shanghai, où j'ai été directrice marketing. Et voilà, juste avant le Covid, je suis revenue en France pour porter ce projet et aussi aider sur la prévention en santé mentale en général. Et voilà, je suis très contente d'être rentrée pour ça. C'est un très très beau projet et justement on va en parler un petit peu plus après, mais ce qui m'a un petit peu interpellée dans le bon sens, c'est que comme tu viens de nous le dire, avant tu étais donc dans le domaine du marketing et j'ai pu voir aussi sur ton site que tu as été également diplômée en naturopathie.
Sauf que visiblement, tu as décidé de te consacrer exclusivement au yoga et donc après avec l'aspect santé mentale dont on reparlera après. Donc qu'est-ce qui t'a poussé à faire ces différents changements, justement déjà passer du marketing à la naturo et puis après au yoga? Alors déjà, il y avait le côté, deux aspects. Le premier, santé personnelle, mentale, physique et en fait globale, qui m'amenait vers un type d'alimentation, un mode de vie un peu plus équilibré, un peu plus sain pour pallier à beaucoup de déséquilibres que j'avais et notamment de réappropriation de certaines pratiques qui n'étaient pas très justes, et notamment celle du jeûne, des détox, etc. Donc ça a toujours été finalement ce sujet du bien-être et de tout ce qui a attrait, je l'ai découvert plus tard à la naturopathie, des centres d'intérêt très forts du fait de mon histoire personnelle, du fait aussi que dans mon parcours professionnel, j'ai pu travailler avec des nutritionnistes, des diététiciens, un univers où il y avait des sujets bien-être en tout cas. Et puis professionnellement, en fait, j'étais directrice marketing, ensuite responsable de filiale pour une boîte allemande. Donc voilà, c'était très business. Je pense que je m'y retrouvais pas trop côté sens, c'est-à-dire que c'était très grisant dans tout ce qui concerne les techniques, le développement de nouvelles plateformes, alors surtout en Chine où niveau e-commerce, niveau influence, c'était extrêmement développé. Donc c'était très intéressant de ce côté-là, mais absolument pas nourrissant d'un point de vue du sens. Au bout d'un moment, je me disais très bien, en fait, je fais des campagnes pour vendre des produits et j'ai l'impression de ne rien savoir faire, de ne rien finalement apporter au monde. Et ce qui a résonné en premier chez moi, ça a été la naturopathie, notamment à travers l'inspiration de Fabien Moine, qui est du coup naturopathe, hygiéniste et qui est aussi un ami. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Je suis pas allée jusqu'au bout du diplôme parce que sur le chemin, j'ai fait la connaissance du yoga. Et finalement, c'était, je pense, beaucoup plus adapté. Mais voilà, je peux faire des ponts aujourd'hui entre la naturopathie et tout ce que j'ai appris et ce que je continue de lire et tous les échanges que j'ai avec de nombreux amis qui sont naturopathes et le yoga aussi. Et ça, c'est très agréable en fait de finalement se dire que on croit partir sur un domaine en particulier, et puis en fait, en cours de route, ça peut changer, mais rien n'est à jeter de toute façon dans la connaissance, donc je le réutilise aujourd'hui, et c'est super, et finalement, avec ce métier que je fais actuellement, j'arrive à concilier un petit peu tous les aspects, et surtout à apporter du sens, et ça, voilà, ce qui m'importait le plus, c'était ça, et aujourd'hui, c'est ce qui se passe, donc c'est plutôt chouette. Super, c'est très intéressant et c'est vrai que c'est important de faire les choses qui nous animent, et souvent si on s'écoute, on sait à peu près quelle est la bonne voie pour nous, même s'il y en a d'autres qui sont très bonnes, mais peut-être qu'il y en a une qui va être vraiment mieux adaptée et dans laquelle on se sentira quand même peut-être plus utile ou qu'on se sentira vraiment à notre place dedans. Et ça, c'est top que tu aies pu trouver ta place. Et donc, déjà, pour venir sur un petit... parce que moi, j'ai de toute conviction plein de personnes. Enfin, j'ai vraiment... Ma communauté, c'est un vrai melting pot de tout et j'aime beaucoup ça. Mais c'est vrai qu'autour du yoga, il y a toujours cette... on va dire, cette réticence de certaines personnes avec qui j'ai pu échanger, du fait qu'il y a quand même une approche, pour certains, qui est qualifiée de spirituelle. Et donc, qui est donc incompatible, on va dire, avec certaines pratiques et certaines convictions spirituelles ou religieuses. Et justement, je voulais savoir si, même si je pense avoir la réponse, mais bon, est-ce que le yoga peut quand même être bénéfique pour donc le corps, la santé donc physique et mentale, lorsque les personnes ne souhaitent pas faire les fameux enchaînements de type, salutations au soleil, je sais pas s'il y en a d'autres, mais voilà, du style on va vraiment rendre honneur à un élément comme là le soleil ou autre chose. Si on ne fait pas ces enchaînements-là spécifiques, est-ce qu'on peut quand même tirer des bienfaits du yoga dans notre pratique au quotidien?
Alors, c'est une très bonne question et c'est la première fois qu'on me la pose aussi directement. Donc vraiment, merci de me la poser parce que c'est un vrai sujet qu'il y a derrière le yoga en général et surtout la modernisation du yoga. C'est-à-dire que le yoga, à la base, ce sont pas forcément des postures comme on l'entend aujourd'hui. Le yoga, c'est devenu une pratique très physique. Où on voit beaucoup des cordes occidentales, minces, souples, etc. Alors que initialement, le yoga, c'est vraiment un mode de vie, en fait, tiré de divers textes plus ou moins spirituels, où on peut aller jusqu'à religieux, et loin, en fait, de tout cet aspect très postural comme on l'entend aujourd'hui. Et surtout, c'était pratiqué en Inde et principalement par des hommes. Donc on est très loin de ce qui se passe aujourd'hui en Occident. Et d'ailleurs, ce sont la plupart du temps des hommes qui ont amené ce yoga très occidentalisé à travers des méthodes spécifiques qu'on connaît tous aujourd'hui, qui sont elles aussi en fonction des approches plus ou moins empreintes de cet aspect spirituel. Donc aujourd'hui, il y a des pratiques de yoga qui n'ont pas du tout l'aspect spirituel et qui vont proposer des exercices de respiration, des postures et de la relaxation sans avoir aucunement, je sais pas, des mantras ou des pratiques qui sont un petit peu connotées spirituellement. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais je dirais que généralement, en fait, le yoga a cette empreinte spirituelle dans les textes, dans l'enseignement que nous, on a, sachant que c'est jamais imposé. C'est-à-dire que moi, je suis devenue professeure de yoga, on m'a pas demandé d'avoir un gourou ou de devenir hindouiste ou de ne pas accepter des élèves d'autres religions. Absolument pas. Enfin, c'est absolument pas... mentionné, question, enfin j'ai jamais entendu ça d'ailleurs. Par contre, je peux comprendre que à sens inverse, pour certains élèves, peut-être ça peut gêner un petit peu s'il y a encore une fois des mantras ou si il y a des choses qui leur paraissent un petit peu trop spirituelles et pas dans leur spiritualité à eux ou dans leur religion. Moi, je pense qu'il faut garder une ouverture d'esprit, être très clair sur ça et peut-être demander est-ce que cet élément-là, c'est d'ordre religieux, spirituel ou pas en fait, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que en soi, les postures sont bénéfiques. Enfin, peu importe la religion, la spiritualité, en fait, c'est quasi mécanique, enfin, on va dire. Enfin, on n'a pas besoin d'être dans un engagement dévotionnel pour que les postures fonctionnent. Ceci dit, voilà, peut-être que ça peut gêner. Parfois, il y a des portraits dans les salles aussi de yoga. Voilà, moi, je me dis, il faut que tout le monde puisse être à l'aise, bien, et que la pratique puisse servir pleinement. Et le principal, c'est d'être guidé et accompagné par des professeurs qui répondent aux attentes des élèves. Ceci dit, pour moi, le yoga, de façon traditionnelle, il a quand même cet aspect spirituel, qui est encore une fois pas religieux. Donc derrière, après, ça dépend de la religion qui est en face. Est-ce qu'on accepte de ce type de spiritualité ou pas? Voilà, donc s'il n'y a pas ça, c'est plus du pilate finalement. Enfin, on ira vers une pratique physique, exclusivement physique, où il y a de la respiration. Mais c'est vrai qu'avec le mode de vie, on va nous apprendre, par exemple, il y a des concepts tels que la non-violence, l'authenticité, le fait d'avoir un comportement vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis du monde le plus simple, enfin le plus positif possible, on va dire, le plus constructif possible. Et peut-être que cette partie-là peut gêner certaines personnes. Ça, j'avoue que je sais pas, mais c'est important d'en parler. D'accord, c'est vrai que ça met ça fait un petit rappel parce que tu vois, pour moi, le yoga, c'était les postures.
Le fait que ce soit un mode de vie, effectivement, donc je comprends que ce soit du coup, effectivement, empreint de tout ce qui a fait naître le yoga et qui est ce côté spirituel derrière, comme tu viens de l'expliquer. Il y a des principes, voilà, il y a des choses à tenir dans le mode de vie. Et donc, finalement, moi, je te prends mon exemple. Je sais que quand je faisais en salle des cours de yoga, j'ai eu 2 profs. Le yin yoga, il y avait aucun souci, puisqu'il y avait jamais de salutation au soleil, il y avait pas tout ça, c'était que des postures, et c'est souvent celui que je recommande pour les personnes qui ont envie de tester le yoga et qui appréhendent justement le côté, bah, elles ont pas envie de faire des salutations au soleil ou quoi, si elles sont monothéistes, par exemple. Et moi, bah, tout bêtement, soit je faisais pas, je changeais les positions pour que ça fasse pas en fait clairement l'enchaînement de la salutation au soleil. Et la prof respectait complètement, quoi. Il n'y avait pas de souci. Elle m'avait demandé au début pourquoi. Elle a compris. Et après, moi, je faisais mon truc. Parce qu'après, j'avais aussi un petit peu de connaissances. J'avais déjà commencé à la maison du coup, le yoga, je sais pas comment on appelle ça, si c'est juste les postures, tu vois. Et ça me faisait quand même beaucoup de bien. Donc, c'est ce que je dis justement aux personnes qui sont réticentes. Comme tu l'as dit, aujourd'hui, il y a une approche moderne. Par conséquent, pas vraiment du yoga. C'est pas vraiment le vrai yoga, mais effectivement des postures qui restent bénéfiques et d'ailleurs qu'on utilise même dans des sessions d'étirement au Bien final, sûr. dans plein d'autres choses, le pilate et tout, et qu'on peut tirer, tirer un bénéfice de toutes ces postures. Donc voilà, c'est vrai que c'était important de le rappeler pour les personnes, parce que moi je sais que j'ai beaucoup de monothéistes, que ce soit voilà, chrétiens, musulmans ou juifs qui peuvent me suivre, et qui effectivement attachent une importance à cet aspect-là. Donc au moins, voilà, si les personnes concernées m'écoutent, et donc t'écoutes toi Alexia, vous savez que vous pouvez quand même tirer profit des postures sans avoir à effectuer des choses qui peuvent être dérangeantes pour vous. Ah ben c'est sûr. Et puis, en fait, rien n'est... Enfin, on peut pas imposer... Enfin, on propose à chaque fois, même les postures qu'on propose, et ça c'est important que tu le dises, c'est une proposition, c'est une guidance. On n'est pas obligé d'aller faire telle ou telle pratique. C'est important que chacun puisse être libre de faire ce qu'il veut sur le tapis. Mais je pense que c'est tout aussi important de comprendre, parce que parfois on a beaucoup d'idées reçues sur des choses qui pourraient être spirituelles ou pas, et parfois ça ne l'est pas en fait, et c'est juste un exercice de respiration ou un terme qu'on n'a pas bien compris, on se dit oulala, qu'est-ce que c'est ce truc encore, etc. Faut pas hésiter à parler en fait. Et c'est ce que moi je trouve magnifique aussi dans un cheminement spirituel et religieux qui a été fait de plein de choses. Bien avant le yoga, je me dis, c'est toujours ce qui m'a nourrie et enrichie, c'est d'aller questionner, de créer du lien avec des personnes qui parfois n'avaient pas forcément les mêmes croyances que moi. Et les personnes les plus inspirantes que j'ai pu rencontrer au niveau spirituel et religieux, c'était forcément des personnes ouvertes d'esprit et heureuses de partager leurs connaissances et pas du tout dans le jugement. Donc ça, pour moi, c'est hyper important, et c'est ce qui fait que ça crée un lien entre le professeur et les élèves qui est bénéfique, quoi. On n'est pas là pour je sais pas, pour mettre en avant notre truc et dire maintenant tu fais ça et pas autrement et je n'accepte rien d'autre. Enfin, ça serait quand même grave, quoi. Oui, bah surtout pour un professionnel de santé, ou dès que ça touche le bien-être, effectivement, je pense que ouverture d'esprit et bienveillance, c'est vraiment la base. C'est Ouais, ça, clairement, ouais. c'est la base. Donc merci d'avoir rétabli les faits concernant voilà ces petites idées reçues, et comme ça on va pouvoir passer donc clairement au fond du sujet, à savoir ce fameux lien entre l'alimentation et un peu plus précisément, mais après que ce soit la relation, alors les troubles avec l'alimentation et le yoga justement. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Alors, ce qui m'a amené à ça, c'était un mode de vie déjà très agité et une relation à l'alimentation absolument chaotique. Donc, du fait de l'anorexie dans laquelle j'étais en rémission quand j'ai découvert le yoga. Et le yoga, ça a été un petit peu un moyen au début de respirer, de me mettre sur le tapis, de bouger. J'étais pas du tout sportive, mais pas du tout. Si un jour on m'avait dit tu deviendras prof de yoga, j'aurais dit ouais, bon alors là, avant que je fasse 3 enchaînements de yoga, il va falloir en faire beaucoup. Finalement, voilà, comme quoi la vie apporte bien des choses dont on peut se douter. Donc le yoga, au début, ça m'aidait à déjà respirer, sentir que mon corps pouvait bouger sans être
cette masse que je détestais, que je trouvais bien trop grosse, immonde, et voilà. Et puis petit à petit, à avoir un certain apaisement en fait d'un point de vue mental et d'un point de vue physique. Donc j'étais pas partie absolument pas sur une reconversion professionnelle, un changement de vie et ce lien entre yoga et comportement alimentaire. Mais j'ai juste constaté, et d'ailleurs l'aspect spirituel était pas du tout présent à ce moment-là. Enfin, je faisais des cours, des pratiques avec une américaine sur YouTube, enfin rien, tu vois, rien de très spirituel. Et puis j'ai constaté avec le temps que voilà, les choses changeaient, j'étais beaucoup plus paisible et que mes angoisses corporelles en fait devenaient de plus en plus petites. Et là, je me suis dit, bah oui, en fait, il y a quand même quelque chose qui se passe et qui est intéressant à creuser. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire le lien avec mon histoire personnelle. Et puis quand, grâce au yoga, à des soins aussi de médecine chinoise, enfin tout un accompagnement que j'ai eu, de la méditation aussi, j'ai pu complètement guérir. Je savais pas ce que j'allais faire de ce diplôme de yoga en fait. Je me suis dit bon bah ok, maintenant je suis prof de yoga, très bien, j'ai quitté un gros poste et bon bah super, bravo. Comme il y a d'ailleurs des milliers de personnes qui font ça aujourd'hui. Enfin, c'est très courant cette situation. Et là j'ai commencé à faire des conférences en fait en Chine, à Shanghai et puis ensuite à Delhi sur l'anorexie, le yoga et voilà. Et de fil en aiguille, mais j'ai vraiment réalisé, en parlant notamment à des professionnels de santé, que le yoga venait répondre à un état d'anxiété, de contrôle de la nourriture, contrôle du poids, au fait d'avoir peu d'estime de soi, enfin venait vraiment aider les personnes qui souffrent de troubles alimentaires ou qui pourraient en souffrir. Parce que souvent on me dit ah mais moi je souffre pas de troubles alimentaires, ça me concerne pas, etc. Moi j'estime qu'à partir du moment où par exemple on n'a pas besoin de perdre du poids, on va à tout prix vouloir perdre ces 2 ou 3 kilos qu'on estime absolument horribles. Là déjà on peut commencer à travailler ensemble, c'est-à-dire qu'il y a déjà des questionnements, des croyances limitantes, etc. Donc voilà, ça a commencé comme ça, comme une histoire personnelle de comment rendre ma vie un peu moins speed, à finalement utiliser mon histoire. Alors je me mets pas toujours moi en avant parce que j'accompagne aussi des personnes qui souffrent de boulimie, d'hyperphagie, d'orthorexie, de bigorexie. Enfin, il y a pas mal de troubles en question. Mais en tout cas, ce qui m'a amenée à ça, c'est que c'est quand même beaucoup mon histoire personnelle. Oui, bah c'est souvent comme ça que ça commence de toute façon, parce que je sais que c'est mon cas également. Et de toute cette histoire, de toutes ces expériences, est née ta fameuse méthode j'aime trop le nom, franchement, il est super cool. Donc, Yoga and Peanut Butter, ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, s'il te plaît? Alors ouais, le nom, c'est encore un truc personnel. J'ai adoré le peanut butter et j'étais là, en fait, un aliment que j'adore, mais qui est en même temps tellement calorique et tellement interdit, etc. Et puis bon, ça rappelle la nourriture, donc voilà, ça a commencé comme ça. J'ai travaillé pendant 1 an et demi en fait à l'étude vraiment de ce que sont les comportements alimentaires, de ce qu'est le yoga dans ce cas-là, de comment en fait on peut créer des ponts entre la pratique du yoga d'un point de vue holistique, donc vraiment de la respiration, des postures, de la méditation, enfin pas juste les postures, pour répondre à des symptômes plus ou moins forts liés au comportement alimentaire. Donc ça a été un travail de recherche, d'entretien, de relecture par justement naturopathes, psychiatres, psychologues cliniciens, etc. Donc tout un travail d'échange. Et puis ensuite de tests à grandeur nature. Donc j'ai testé au début avec 200 personnes la méthode en ligne, en me disant que si je pouvais aider une personne, ça serait déjà génial et tout. Et puis finalement, ça s'est super bien passé. Et voilà, donc ensuite j'ai continué à développer cette activité en ligne, tester plein de choses parce que je reste une entrepreneur, jeune entrepreneur, donc j'ai testé des abonnements, des petites capsules, des rencontres, des ateliers. Enfin voilà, l'idée étant de toujours apporter cette méthode dans des façons diverses et variées, et aussi gagnant un petit peu en légitimité, en résultats positifs,
j'ai commencé à travailler avec l'hôpital de Lille, Saint-Vincent-de-Paul et l'université pour faire de la recherche et pour montrer en quoi le yoga peut aider les personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires. Donc là, c'est vraiment un service psychiatrique avec l'hôpital de jour et l'hospitalisation temps complet. Donc là, pour le coup, c'est vraiment de la pathologie avérée. Donc je continue toujours à faire ce travail de recherche. Et début 2023, on a créé une société à mission pour vraiment faire de la prévention, de la recherche et apporter des solutions. Et aussi former d'autres professionnels, pas forcément que dans le yoga, mais des professionnels dans le bien-être, dans la santé, pour leur permettre, en plus de leur pratique à eux, parce que c'est ce que je trouve intéressant en fait, c'est de créer des ponts entre des sophrologues, des naturopathes, des psychiatres, des nutritionnistes, pour vraiment aider le maximum de personnes et avoir des outils, comme moi je l'ai fait un petit peu avec la naturopathie, des outils à disposition des personnes qui en ont besoin. Donc, et puis il y a eu le livre, enfin voilà, donc j'ai tout un écosystème autour de cette approche du yoga adapté aux personnes qui ont un comportement alimentaire et à soi-même un peu compliqué. Oui, bah franchement c'est top hein, qui t'ont fait faire ces recherches et franchement c'est un super projet je trouve. Merci. Et qu'un hôpital s'intéresse à ce genre de parce que du coup ça prouve encore une fois le lien quand même psychosomatique parce que via les postures, la respiration, toutes ces choses-là, c'est le corps qui est quand même qui est acteur au final pour venir apaiser le mental. Et franchement, je trouve ça super intéressant que au final une université, l'hôpital fasse cette démarche. C'est très positif. Et justement, donc tu nous parlais de ton livre qui est d'ailleurs juste à côté de moi. Ici, que j'ai eu le temps de feuilleter un petit peu en ce moment. C'est la course, donc j'ai pas eu le temps de le lire en entier. Je le garde pour les vacances, mais j'ai trouvé vachement complet et c'est grâce à ça du coup que je me suis dit mais attends c'est super intéressant. Il faut qu'elle vienne nous en parler sur le podcast. Et donc justement pour les personnes peut-être qui souhaiteraient commencer au début avec une approche issue de ta méthode. Et qui peut-être n'est peut-être pas encore prêt ou aimerait voir un petit peu ce que ça donne avant de passer à la méthode complète. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'on va retrouver dans ce livre ou nous faire un petit résumé, voilà, comme tu le sens, faire une petite présentation de ce livre, donc être en paix avec son corps et son alimentation grâce au yoga, la méthode Yoga and Peanut Butter, toujours ce super nom. Oui, alors du coup, le livre, en fait, entre en complémentarité de la méthode en ligne, sachant que, en fait, la méthode en ligne, elle est assez conséquente, c'est-à-dire qu'il y a 14 sessions, 14 cours de yoga, 80 pratiques, voilà, elle est accessible à vie, donc faut pas se stresser, parce que parfois, les gens me disent « Oh, mais il y a tout ça, mais attends, mais moi, je vais pas avoir le temps de tout faire, comment ça se passe et tout ?» Enfin, ils sont un peu stressés. Donc, ça, c'est accessible à vie, mais c'est vrai que c'est assez conséquent et ça engage le fait d'être sur mobile ou sur l'ordinateur. Certaines personnes préfèrent le côté écrit. Et d'ailleurs, on m'a souvent demandé est-ce qu'on peut imprimer la méthode ? Enfin bon, voilà. Donc le livre arrive à ce moment-là, à la fois pour apporter des sujets complémentaires. Il y a certains sujets qui ne sont pas abordés dans la méthode qui le sont dans le livre. Des points de vue aussi de professionnels de santé, du bien-être qui sont partagés dans le livre. Et effectivement, une approche peut-être alors un peu moins pratique, parce que c'est vrai que les 14 cours de yoga, c'est très pratique avec la méthode, un peu plus écrite et quand même imagée avec des postures. Donc, il y a quand même la possibilité de commencer, il y a des petits exercices, des postures, donc il y a quand même la possibilité de commencer à pratiquer, bien sûr, c'est aussi le but. Et donc, c'est en 10 étapes, un petit peu, voilà, des thématiques complémentaires à la méthode en ligne qui sont abordées, avec des pratiques hyper accessibles. En fait, l'idée, c'est vraiment pas d'aller vers de la performance, de la compétition dans le yoga, ou se dire que dans 3 semaines, il faut qu'on arrive à faire la posture sur la tête ou je sais pas quoi. Non, c'est vraiment pas ça. On est vraiment sur une approche grand public. Et ce livre, il est distribué partout d'ailleurs, et c'est très bien que ce soit comme ça, pas forcément auprès des yogis qui comprennent tous les termes de yoga, etc. Le but à la fin, c'est justement de faire la paix avec son corps et avec l'alimentation sans devenir un maître yogi, pas du tout quoi. Donc voilà, c'est format papier.
pratique, complémentaire à la méthode en ligne. Et en plus de ça, il y a un espace bonus avec le livre. Donc, il y a un premier cours qui est offert. Une méditation, voilà, pour que les lecteurs puissent aussi appréhender un petit peu le côté en ligne. Parfois, c'est cool aussi de lire et puis mettre ses écouteurs, faire la petite méditation. Voilà, en gros pour le livre. Ouais, bah c'est ça. Franchement, bah bravo pour ce projet et pour ce livre aussi qui, je pense, Merci. va aider beaucoup de personnes. Et comme on arrive petit à petit vers la fin de l'épisode, j'aimerais savoir si tu avais voilà, un conseil que les auditrices, auditeurs et les personnes qui nous écoutent aujourd'hui peuvent mettre en action facilement dès aujourd'hui pour apaiser leur relation avec leur alimentation, que ce soit via notamment une posture clé, une de tes favorites, peut-être, je sais pas, ou un exercice, que ce soit méditation, respiration, n'importe. Mais voilà, qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui qui pourrait les aider? Alors, deux petites choses. La première, c'est ne rester pas seul, au-delà du côté pratique. En fait, souvent, on a un petit peu honte de parler de si on a des compulsions alimentaires ou qu'on fait de la boulimie ou que on perd beaucoup de poids, on le cache. Enfin, la relation à l'alimentation, en fait, elle est souvent taboue. On n'ose pas en parler à son mari, à sa femme, à ses collègues. Enfin, et ça, c'est la première cause de retardement finalement de la prise en charge et du soin. Donc vraiment, faut pas hésiter à en parler et à des personnes à qui les auditrices et auditeurs ont confiance en fait. C'est pas forcément le médecin, ça peut être vraiment une personne en tout cas de confiance pour pouvoir débloquer la parole. Et ensuite, deuxième conseil, quand on sent que voilà, on n'est pas forcément sympa avec soi-même. On se dit, ah là là, ça y est, j'ai encore pris du poids, machin, genre je me déteste, machin. Enfin, toutes ces pensées, ou alors, oulala, demain, il faut que je saute un repas, ou alors j'ai trop mangé. Enfin bon, bref, voilà, vous voyez le style. Je pense qu'on est des femmes, on a beaucoup fait ça, moi la première. Je pense que dans ces cas-là, il faut essayer de vraiment revenir, essayer de prendre conscience du sol, respirer et venir à un état de calme et se dire que toutes ces pensées qui sont là, qui viennent et qui sont un petit peu négatives, en fait, elles ne font que passer, quoi. En fait, c'est revenir vraiment au calme sans aller vers des grandes pratiques de yoga. Juste respirer, sentir le contact avec le sol et se dire que là, tout ce qu'on est en train de se dire, c'est la plupart du temps pas la vérité, mais c'est pas grave, c'est comme les émotions, hein, les émotions coulent sur nous et les pensées ne font que passer. Et ben, il faut essayer déjà en tout premier d'avoir ce recul parce que sinon, dans la plupart des cas, on se laisse vraiment submerger par toutes ces pensées. Tout à l'heure, tu parlais de psychosomatique, c'est exactement ça. En fait, on va vraiment laisser trop de place au mental. La première chose à faire, c'est, tu sais, on dit monkey mind en anglais et on l'utilise beaucoup aussi dans le yoga. Le monkey mind, c'est vraiment ce petit esprit qui est là et qui va venir et qui va dire plein de choses et puis on va lui dire non, bon, le petit monkey, là, le petit singe, tu vas t'asseoir, tu vas être bien gentil, hein, et puis tu vas te calmer parce que tu fais des bêtises, quoi. Donc voilà. Et au-delà de cette image un petit peu rigolote, il y a le retour à l'ancrage, aux sensations et au calme. Enfin, je sais que c'est pas évident. Si les personnes qui nous écoutent sont face à ça, je sais que elles peuvent se dire ouais bon ok, sentir la terre et respirer, d'accord, très bien. Mais vraiment, faut essayer de le faire en fait parce que ça fonctionne. Revenir à soi, c'est quand même essentiel et c'est accessible à tous, qu'on soit dans le métro, au bureau, ou je sais pas où. En tout cas, c'est possible. Donc, faut pas hésiter à utiliser ça. Bah super, merci beaucoup. Et alors là, c'est pas nécessairement forcément sur cette thématique-là, ça peut être sur n'importe. Mais est-ce que tu as un petit mot de fin ou quelque chose que tu aimerais dire justement aux personnes qui t'écoutent là aujourd'hui? Bah, moi, je veux vraiment leur dire de prendre soin d'elles et de prendre du temps pour ça et vraiment d'aller à la découverte de qui l'on est chacun. Je sais qu'on est très influencé par les réseaux, par plein de choses autour de nous, mais en fait, revenir vraiment à soi et prendre le temps pour soi et aller à la découverte de soi, en fait, c'est la meilleure chose,
le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est ça, et je pense qu'on le regrettera jamais. Donc, ne serait-ce qu'écouter ce podcast, et d'ailleurs merci pour tout ce que tu fais parce que je pense que ça participe à ça. C'est déjà ça en fait. Donc déjà bravo si vous êtes allé jusqu'ici dans le podcast, parce que du coup, voilà, en tout cas vous allez dans le sens de mon conseil. Bah c'est génial, merci beaucoup et merci pour le compliment. Ça me touche beaucoup, effectivement. C'est pour ça que j'ai à cœur d'amener aussi plusieurs personnes professionnelles qui ont le même objectif que moi au final, d'aider un maximum de personnes à prendre soin d'elles, comprendre comment elles fonctionnent, être bienveillante envers elles-mêmes et voilà, et ça passe effectivement par la compréhension du corps, de savoir qu'il existe des techniques, il existe des solutions qui vont être adaptées plus ou moins à telle ou telle personne. Et donc effectivement c'est bien d'avoir à chaque fois des personnes comme toi aujourd'hui qui vient nous parler là d'une nouvelle méthode qui pourra certainement et qui a déjà aidé beaucoup de personnes. Donc voilà, c'est pour ça que je te remercie beaucoup pour tous tes conseils, tes explications, et j'espère que ça va motiver peut-être certaines à passer l'étape du yoga. Moi c'est pareil, hein, j'ai toujours fait chez moi sur YouTube avec pareil, c'est une américaine aussi, donc je sais qu'il n'y a pas du tout le côté spirituel, donc vous pouvez en trouver. Et après effectivement de ne pas hésiter à en discuter, comme tu l'as dit, c'est super important, et la personne en face de vous, théoriquement, elle est censée être ouverte d'esprit, et voilà. Si c'est pas le cas, alors fuyez et allez voir quelqu'un d'autre. Si c'est pas le cas, fuyez, faites pas le cours. C'est vraiment, ça. Ça sert à rien, quoi. Exactement, Ouais. exactement. Encore merci en tout cas, et puis je mettrai tout. Ah oui, j'ai oublié. Enfin, de toute façon, je les mettrai dans la description. Mais où est-ce qu'on peut te retrouver au niveau, les réseaux, n'importe, tout ce que tu fais? Le site c'est Yoga and Peanut Butter, du coup les réseaux c'est Alexia Yoga, voilà, c'est simple, c'est mon prénom avec yoga. J'ai de la chance d'ailleurs d'avoir ce pseudo sur Instagram, parce que voilà, je l'imagine qu'il y a beaucoup d'Alexia qui font du yoga, donc voilà, c'est très simple, c'est Alexia Yoga. Super, encore merci, et puis peut-être à une prochaine fois pour parler d'un autre sujet. En tout cas, encore merci à toi. Avec plaisir, merci à toi, à bientôt.